Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Patrice Talon était face aux députés ce matin dans le cadre du discours sur l'état de la nation. Bilan et annonce des perspectives ont été présentés par le chef de l'État. Les détails sont à suivre dans ce journal. Au Soudan, les généraux à l'origine du coup d'État du 25 octobre 2021 ont signé un accord préliminaire avec une quarantaine de partis politiques et organisations syndicales. Le point est à suivre dans ce journal. La COP 15 sur la biodiversité a ouvert ses portes à Montréal hier. Les délégations de 190 pays s'y retrouvent pour adopter un nouveau cadre mondial décennal de sauvegarde des différents écosystèmes terrestres et marins de la planète. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, pendant plus de 40 minutes, le chef de l'État a rendu compte des actions menées ces 12 derniers mois dans différents secteurs. Le président Patrice Talon, face à la représentativité nationale ce matin à l'Assemblée nationale dans le cadre du discours sur l'état de la nation, est revenu entre autres sur la revalorisation des salaires. Suivez le compte rendu de Stanislas Sama. Devant la représentation nationale, Patrice Talon est revenu sur la revalorisation des salaires, avec certains détails. S'agissant de la police, des agents de police, si nous prenons un policier qui aujourd'hui a un salaire de 111 000 francs CFA en milieu de carrière, son salaire passera à plus de 150 000 francs CFA. Soit près de 34% d'augmentation. Le militaire de rang, le soldat, qui, tout compris, gagne 91 000, aujourd'hui par exemple, gagnera désormais, à partir de fin décembre, 133 000 francs CFA, soit plus de 46% d'augmentation de salaire. Moi-même, je ne crois pas mes yeux, mes oreilles. Etc. Enfin, permettez-moi de rappeler la situation des aspirants. Ces vaillants hommes qui essayent de combler le gap que nous observons dans l'enseignement primaire et secondaire, qui, pour diverses raisons, dont la plupart aspirent à être enseignants, n'ont pas encore réussi à intégrer le secteur public de manière définitive. Les efforts conjugués de tous les acteurs ont permis d'atteindre ce niveau et le président de la République, dans son adresse, n'a pas manqué de reconnaître aux partis politiques présents à l'Assemblée nationale leur effort dans l'atteinte de ces résultats. Que vous avez marqué un tournant dans l'histoire politique du pays. Que plus jamais le Parlement du Bénin ne sera ce qu'il a été. C'est votre mérite. Le travail abattu, le nombre de lois que vous avez initiées ou votées après que le gouvernement les ait proposées, la qualité de vos travaux, de vos exigences, de vos performances, l'abnégation qui ont caractérisé cette législature sont remarquables. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la nature, le Bénin, Dieu vous le rendra. C'est un discours pratiquement de revoir pour cette mandature, la dernière composée de 83 députés qui va céder place dans quelques jours à la prochaine mandature qui sera constituée de 109 députés, une première dans l'histoire politique de notre pays. Vous suivez depuis hier dans nos éditions le compte rendu de la revalorisation des salaires avec le porte-parole du gouvernement. Mais au Conseil des ministres d'hier, il y a eu d'autres décisions qui ont été prises. Suivez ici le compte rendu de Wilfried Léandre-Ngwezi. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à l'activité d'affacturage en République du Bénin. Il s'agit d'un texte de loi uniforme adopté par l'UEMOA en décembre 2020
dont la transposition dans le droit positif des États est requise conformément aux règles communautaires. Le gouvernement ayant obtenu l'avis favorable de la Cour suprême, l'Assemblée nationale est saisie à cette fin. L'affacturage, faut-il le préciser, est une technique de gestion financière qui consiste, pour une entreprise, à confier dans le cadre d'un contrat la gestion de ses créances clients à une société financière appelée affactureur. Modalité d'enregistrement des projets carbone en République du Bénin. Le Conseil a donc adopté le décret devant régir ces opérations, de même que celui portant création de l'autorité d'enregistrement des projets carbone en République du Bénin. Ont été par ailleurs adoptés au titre des mesures normatives les décrets portant nomination de commissaires aux comptes près certaines entreprises publiques et auprès de l'Institut national de la femme. Agrément de la société civile professionnelle, Ganiou Adechi et Kassirat Adechi, et nomination de Madame Laïdé Tayo Kassirat Adechi en qualité de notaire associé par suite de constitution de la société civile professionnelle Ganiou Adechi et Kassirat Adechi sur la charge attribuée par décret numéro 86-132 du 8 avril 1986. Approbation des statuts modifiés de la Loterie nationale du Bénin, approbation des statuts de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant. Au chapitre des communications, création de l'association PCM Bonou pour la pérennisation des acquis du projet commune du millénaire de Bonou. Mise en place d'un dispositif allégé de lutte contre la COVID-19 au Bénin. La tendance favorable observée relativement à l'évolution de la pandémie dans notre pays et dans la sous-région a conduit le gouvernement à alléger les mesures restrictives, en particulier pour les voyageurs à destination du Bénin. Mais l'entrée sur le territoire de plusieurs pays de la sous-région et d'ailleurs reste toujours soumise à la présentation d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures et ou d'un certificat vaccinal à jour. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour maintenir un dispositif allégé de riposte en vue d'assurer la détection et la prise en charge des cas résiduels. Il permettra en outre d'effectuer les tests de dépistage aux voyageurs au départ de Cotonou selon les exigences des pays de destination, puis d'offrir des prestations de vaccination et délivrer les certificats appropriés. Autre information dans ce journal, Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme, a échangé hier au lycée Tofa 1er de Porte-Novo avec les jeunes filles sur la question du leadership. Pour la circonstance, elle était accompagnée par des responsables d'organisations non gouvernementales et pour la promotion, engagées bien sûr pour la promotion de la lutte de la jeune fille. Suivez le reportage. À travers cette séance de sensibilisation, l'Institut national de la femme entend susciter en ces jeunes filles du lycée Tofa 1er de Porto-Novo ce charisme qu'est le leadership. Les différentes communications ont mis l'accent sur les traits de caractère des leaders et comment un leader peut impacter son environnement. Nous sommes appesantis sur le leadership féminin qui est désormais en vogue et qui donne aux filles d'exercer également leur capacité à drainer du monde, à être devant et à faire passer leurs idées, à révéler le potentiel des autres filles qui sont avec elles, de leurs camarades, de les amener à, je dirais, à parfaire leur éducation, les instructions qu'ils reçoivent, c'est-à-dire à travailler en symbiose, histoire de pouvoir aider celles qui sont en arrière à remonter la pente. À l'endroit de ces jeunes filles, le message de la présidente de l'Institut national de la femme est on ne peut plus clair. Je leur ai dit de ne jamais accepter de jouer les seconds rôles, de toujours prendre le devant de tout. Pourquoi pas? Parce que quand une fille est leader, vraiment, cette fille ne joue pas de second rôle.
cette fille est bien dans ses bottes. Cette fille apprend aux autres filles comment faire, comment évoluer dans la vie et tout. Donc elles ont très bien compris. Elles-mêmes, elles ont posé des questions, elles ont donné des réponses qui m'ont vraiment enchantée. Donc c'est des filles qu'il faut encourager. La présidente n'a pas manqué de présenter aux filles l'Institut national de la femme à travers son rôle de protection des filles. Je leur ai dit que le président Patrice Talon a créé l'Institut national de la femme pour la sécurité des femmes et des filles. Aucun bourreau n'est plus intouchable aujourd'hui. Si quelqu'un touche aux filles, cette personne verra le président Patrice Talon derrière ça, il n'y a rien à faire. Parce que le président Patrice Talon a pris la décision de protéger à bloc les filles et les femmes au Bénin. La présidente de l'Institut national de la femme a promis de multiplier ce genre de séances. Hors du Bénin, le gouvernement congolais avait évoqué lundi le chiffre de 272 personnes tuées le 29 novembre dans 2 localités de Rutshuru au nord-est, au nord Kivu, à l'est de la RDC, où le M23 mène depuis plusieurs mois une offensive. Selon les résultats d'une enquête préliminaire, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que la MONUSMA ont recensé au moins 131 victimes civiles, parmi lesquelles sont 2 hommes, 17 femmes et 12 enfants tués. L'ONU évoque des exécutions sommaires par balle ou à l'arme blanche. Le rapport fait aussi état de plus d'une vingtaine de viols sur des femmes, mais aussi des fillettes. Les Nations Unies expliquent enfin que la zone reste actuellement contrôlée par le M23 et que son équipe n'a pas pu se rendre directement sur les lieux. De son côté, le M23 a démenti les accusations du gouvernement et des Nations Unies. La rébellion dit avoir demandé à ce que des enquêteurs viennent sur place pour établir les faits. Premier pas vers une sortie de crise au Soudan. Après des mois de négociations, les généraux à l'origine du coup d'État du 25 octobre 2021 ont signé un accord préliminaire avec une quarantaine de partis politiques et des organisations syndicales, accord qui prévoit le retrait de l'armée de la scène politique. Explication avec nos confrères de RT France. Il existe un contraste évident entre la position d'Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté du Soudan, et celle de Mohamed Hamdan Dagalo, commandant de la force de réaction rapide. Les 2 protagonistes ont assisté à la cérémonie de signature d'un accord cadre avec les représentants civils pour mettre fin à la crise au Soudan. Ce contraste soulève des questions sur l'existence de réelles contradictions entre les partis. Emeti considère les événements du 25 octobre dernier comme une erreur politique et présente ses excuses pour la violence de la part de l'État, en adoptant une position différente de celle d'al-Burhan. Les milieux politiques nient l'existence de contradictions profondes ou systémiques entre l'armée et la force de réaction rapide. Bien sûr, il y aura de l'agressivité d'un côté et surtout de la part du commandant de la force de réaction rapide. Il faut donner des garanties aux populations locales sur les engagements envers une administration civile et envers les dispositions de la déclaration cadre. Les déclarations rassurantes donnent donc l'impression qu'il y a une contradiction avec les déclarations du commandant en chef des forces armées soudanaises. Au contraire, d'autres voient dans la position de Emeti une crainte des difficultés qui surgiront sur la voie du règlement attendu et de la fin de son rôle politique, ainsi que de la diminution de sa présence au pouvoir, surtout lorsque ses forces seront incorporées dans l'armée. Tout cela le pousse à flirter avec le Conseil central des forces de la liberté et du changement. La force de réaction rapide ira à la caserne. Emeti ne jouera pas de rôle politique. Au contraire, s'il tente de jouer un rôle politique auprès des tribus et des administrations locales à travers son adjoint, Abdelrahim Dogolo, cela sera considéré comme une violation de l'accord. C'est la formule que les gens ont mal comprise. Malgré la différence dans les déclarations, l'armée et la force de réaction rapide affirment leur unité et l'absence de volonté chez l'une ou l'autre partie d'un affrontement.
Des divisions intra-soudanaises apparaissent entre les civils et les militaires, ainsi qu'entre les civils eux-mêmes, et pour le moment déjà entre militaires. Ce sont les nouvelles anciennes dissensions entre l'armée et les forces de réaction rapide dans la recherche d'une position dans la future structure politique. 2 semaines pour trouver un accord historique. La COP15 sur la biodiversité a ouvert ses portes à Montréal depuis hier. Les délégations de 190 pays s'y retrouvent pour adopter un nouveau cadre mondial décennal de sauvegarde des différents écosystèmes terrestres et marins de la planète. 1 million d'espèces animales et végétales risquent en effet de disparaître dans les prochaines décennies. Le point levé pour le meilleur comme le pire. Sous les yeux impassibles du Premier ministre canadien, des manifestants autochtones interrompent la session d'ouverture de la COP15 dédiée à la biodiversité. Arrêtez d'envahir nos terres, génocide indigène égale écocide. Un message en forme d'ultimatum pour les dirigeants de la planète. Même si la plupart d'entre eux n'ont pas fait le déplacement et ont délégué leur ministre de l'Environnement. Une conférence moins courue que la COP sur le climat en Égypte le mois dernier, mais qualifiée de la dernière chance par l'ONU et qui interpelle les responsables politiques. Il y a beaucoup de désaccords entre les gouvernements, mais si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur quelque chose d'aussi fondamental que la protection de la nature, eh bien, rien d'autre ne compte. Tant que nous ne serons pas d'accord pour empêcher l'extinction des espèces, tant que nous ne serons pas d'accord pour que notre eau soit propre et notre air pur. Un accord difficile à trouver. Les discussions préalables qui se sont déroulées les jours précédents ont abouti sans avancée significative. Alors que les enjeux concernant la biodiversité n'ont jamais été aussi importants, sols dégradés, disparition des terres fertiles, pollution des océans. La feuille de route de la COP compte une vingtaine d'objectifs, 30% des terres et mers à protéger, réduction des pesticides, restauration des milieux naturels, pêche et agriculture durable. Les défis sont colossaux. Experts et ONG pointent du doigt le manque d'effets réels derrière les intentions politiques et appellent à l'action. Nous pouvons constater qu'il y a à minima une déconnexion entre la façon dont pensent les jeunes et certains des points clés dont parle le monde, qui sont des thèmes sur lesquels les jeunes ont des opinions différentes. Il est absolument essentiel que tous les négociateurs et tous les chefs de file des négociations réalisent que nous sommes dans l'ultime ligne droite et qu'il est temps pour chacun de faire un pas en avant. Cela devient crucial maintenant. L'un des projets de la COP15 prévoit de mobiliser 200 milliards de dollars, soit 1% du PIB mondial, en faveur de la conservation de la biodiversité d'ici à 2030. Les pays riches sont appelés à tendre la main aux pays en développement. La question d'un fonds dédié à la biodiversité est sur la table comme pour le climat. En novembre, la création d'un fonds de pertes et dommages pour les pays victimes de catastrophes naturelles a été annoncée. C'est à nous d'assumer la responsabilité des dommages que nous avons causés et de prendre des mesures nécessaires pour les réparer. Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B. Antonio Guterres ambitionne pour cette COP15 un accord historique comme l'accord sur le climat de Paris en 2015. Le secrétaire général de l'ONU a ajouté qu'il était, je cite, « l'heure de rendre l'appareil au milieu naturel qui nous ont tant donné ». C'est fini pour cette édition. Si vous nous avez suivis, merci. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre application sur App Store ou Play Store. L'application, c'est bien Eden TV Diaspora FM, mais l'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter et Facebook et sur notre site internet www.benet-eden.tv. Bonne suite de nos programmes. Bonsoir.